Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, dans le silence qui précède le sommeil, une pensée apparaît, sans raison apparente, sans lien direct avec la journée écoulée. Elle n'est pas urgente, elle n'appelle aucune réponse immédiate, et pourtant, elle reste, comme si la nuit avait ouvert une porte intérieure, un espace où certaines idées trouvent leur place, sans bruit, sans effort. Ce ne sont pas des préoccupations, ce ne sont pas des soucis, ce sont des pensées d'une autre nature, plus calmes, plus vastes, presque étrangères. Elles ne demandent rien, elles ne proposent rien, elles sont simplement là, comme des lueurs dans l'obscurité mentale. Et au matin, souvent, elles ont disparu, ou du moins, elles ont perdu leur clarté, nocturne, leur étrangeté silencieuse. Pourquoi certaines idées semblent-elles s'allumer précisément quand le monde extérieur se tait, quand la vigilance diurne se relâche, quand la conscience glisse vers d'autres états? Peut-être que la nuit ne crée pas ces pensées, peut-être qu'elle révèle simplement ce qui était déjà présent, mais que le jour masquait sous le flux constant des stimulations. Ou peut-être que le cerveau nocturne fonctionne autrement, qu'il explore d'autres territoires, qu'il établit des connexions que la pensée diurne ne peut former. Ce soir, nous allons simplement contempler cette présence, ces idées qui viennent la nuit, sans chercher à les forcer, sans chercher à les résoudre. Nous allons les observer comme on observe des étoiles lointaines, reconnaissant leur lumière, sans chercher à les atteindre. Et peut-être qu'en les contemplant ainsi, en acceptant leur mystère, nous comprendrons quelque chose de plus profond sur la façon dont la pensée se déploie quand nous cessons de la diriger. L'architecture du silence mental. Le silence nocturne n'est pas une absence, c'est une présence d'une autre qualité. Durant le jour, le cerveau traite un flux constant d'informations, des perceptions visuelles, des sons, des conversations, des décisions, des mouvements. Chaque seconde apporte son lot de stimulation, le cerveau répond, s'adapte, filtre, priorise. Cette activité constante crée une sorte de bruit de fond cognitif, un murmure mental permanent qui occupe l'espace de la conscience. Mais quand la nuit arrive, quand les lumières s'éteignent, quand les sollicitations diminuent, quelque chose change dans l'architecture mentale. Les chercheurs en neurosciences observent ce phénomène depuis des décennies. Ils mesurent l'activité cérébrale durant les différentes phases de la veille et du sommeil. Ils cartographient les réseaux neuronaux qui s'activent ou se désactivent. Ce qu'ils découvrent est fascinant. Durant la journée, le cerveau fonctionne principalement en mode exécutif. Il se concentre sur les tâches externes, il traite les informations sensorielles, il planifie les actions, il résout les problèmes immédiats. Ce mode, appelé réseau de Science ou réseau attentionnel, mobilise des régions cérébrales spécifiques, le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex pariétal postérieur, les aires motrices. Mais quand les exigences externes diminuent, quand nous n'avons plus de tâches précises à accomplir, un autre réseau s'active progressivement. Le réseau du mode par défaut. Ce réseau fut découvert presque par hasard au début des années 2000. Des chercheurs réalisaient des expériences d'imagerie cérébrale et remarquaient que certaines régions du cerveau devenaient systématiquement plus actives durant les périodes de repos. Quand les participants ne faisaient rien de particulier, quand ils laissaient simplement leur esprit vagabonder, ces zones s'illuminaient. Le cortex préfrontal médian, le cortex singulaire postérieur, le précuneus, l'hippocampe, le cortex temporal. Un ensemble de régions dispersées mais intensément connectées, formant un réseau cohérent, un réseau qui semble orchestrer une forme différente de pensée. Oh, le réseau du mode, par défaut, ne traite pas le monde extérieur. Il se tourne vers l'intérieur. Il génère des pensées spontanées, des souvenirs, des scénarios futurs, des associations libres, des réflexions détachées de l'action immédiate. C'est le réseau de la rêverie, de l'introspection, de la navigation mentale non dirigée.
Et c'est précisément ce réseau qui devient dominant quand nous nous préparons au sommeil, quand le silence s'installe, quand la nuit enveloppe la conscience. La transition entre le mode exécutif et le mode par défaut n'est pas binaire. C'est un glissement progressif, une oscillation, un balancement. Durant cette transition, quelque chose d'unique se produit. Les frontières habituelles de la pensée deviennent plus poreuses, les associations se font plus libres, les contraintes logiques se relâchent légèrement. Le cerveau commence à explorer des connexions qu'il n'aurait pas envisagées durant la veille active, des liens entre des souvenirs éloignés, des rapprochements conceptuels inattendus, des questions qui n'auraient pas émergé dans le flux diurne. C'est dans cet espace intermédiaire, entre veille et sommeil, entre contrôle et abandon, que certaines idées s'allument. Elles ne sont pas produites par un effort conscient, elles émergent du fonctionnement spontané du réseau du mode par défaut, comme des bulles remontant à la surface d'une eau calme. Et parce que le mode exécutif n'est plus dominant, parce que le filtre rationnel s'est assoupli, ces idées peuvent apparaître sans être immédiatement jugées, évaluées, rejetées. Elles ont l'espace nécessaire pour exister, même si elles semblent étranges, même si elles n'ont pas de fonction pratique immédiate. Les études sur la créativité confirment ce phénomène. Beaucoup de découvertes scientifiques, d'innovations techniques, d'intuition artistique sont survenues dans des moments de relâchement mental. Auguste Kekule, le chimiste qui découvrit la structure du benzène, raconte que la solution lui est venue dans un état de somnolence, devant son feu. Il voyait les atomes danser, se lier en chaîne, puis l'un des serpents saisit sa propre queue, formant un cycle. À son réveil, il comprit. Le benzène n'était pas une chaîne linéaire, mais un anneau. Dimitri Mendeleïev rapporte que le tableau périodique des éléments lui est apparu en rêve. Il s'endormit en réfléchissant au problème de classification des éléments chimiques et se réveilla avec la solution complète. Ces récits peuvent sembler anecdotiques, mais ils illustrent quelque chose de réel. Le cerveau continue de travailler sur les problèmes, même quand la conscience ne les adresse plus directement. Et parfois, c'est précisément en cessant de les forcer que les solutions émergent. La nuit offre un contexte particulièrement propice à cette forme de pensée. Le silence extérieur, l'obscurité, l'immobilité, toutes ces conditions réduisent les stimulations sensorielles et permettent au cerveau de se concentrer sur ses processus internes. Les distractions se raréfient, les obligations s'éloignent, le temps semble ralentir, ou plutôt notre rapport au temps change. Durant le jour, le temps est structuré, découpé en rendez-vous, en tâches, en horaires, en contraintes. Durant la nuit, cette structure se dissout. Le temps devient fluide, continu, sans marqueur externe précis. Et dans cette fluidité temporelle, l'esprit peut errer plus librement, explorer des pensées qui n'ont pas besoin de conclusions immédiates, contempler des questions sans chercher à les résoudre tout de suite. Les méandres de la pensée libre. Quand nous laissons l'esprit vagabonder sans direction précise, il ne se perd pas dans le chaos, il suit des chemins subtils. La pensée libre n'est pas une pensée désorganisée, c'est une pensée qui obéit à une logique différente, plus associative, plus organique, moins linéaire. Elle ne progresse pas par déduction rigoureuse, elle avance par résonance, par écho, par liens implicites. Une image en appelle une autre, non par similitude évidente, mais par une connexion plus profonde, peut-être émotionnelle, peut-être sensorielle, peut-être liée à un contexte oublié. Un mot évoque un souvenir. Le souvenir conduit à une sensation. La sensation rappelle une odeur. L'odeur ramène une scène d'enfance. La scène suggère une mélodie. La mélodie ouvre vers une réflexion abstraite. Ce cheminement semble erratique, mais il possède sa propre cohérence, une cohérence que la pensée rationnelle ne perçoit pas toujours. Les psychologues qui étudient la pensée vagabonde, ce qu'ils appellent en anglais « mind wandering », ont découvert qu'elle occupe une part considérable de notre vie mentale. Des études
estime que notre esprit erre ainsi entre 30 et 50% du temps, parfois plus. Même quand nous sommes engagés dans une tâche, même quand nous essayons de nous concentrer, l'attention dérive, glisse vers des pensées intérieures, revient, repart. Cette tendance naturelle à la dérive mentale n'est pas un défaut, ce n'est pas un manque de discipline, c'est une caractéristique fondamentale du fonctionnement cérébral humain. Pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il ainsi ? Pourquoi consacre-t-il autant de ressources à la pensée spontanée plutôt qu'à rester focalisé sur le présent immédiat ? D'après ce que l'on sait, cette capacité à naviguer mentalement dans le temps et l'espace, à se détacher du moment présent, pourrait avoir joué un rôle crucial dans l'évolution humaine. La pensée vagabonde permet de planifier, d'imaginer des scénarios futurs, de réviser des événements passés, d'explorer des possibilités qui n'existent pas encore. Elle permet aussi de maintenir un sentiment de continuité personnelle, de relier le passé au futur, de construire une identité narrative, un sens de soi qui s'étend au-delà de l'instant. Et peut-être plus important encore, elle permet la créativité, l'innovation, la découverte de solutions non conventionnelles. Durant la nuit, cette pensée vagabonde s'intensifie. Sans les contraintes de la journée, sans les tâches qui ancrent l'attention dans le présent, l'esprit peut explorer plus profondément, plus librement. Les pensées nocturnes ont une qualité particulière. Elles sont souvent plus abstraites, plus philosophiques, plus détachées des préoccupations pratiques immédiates. Nous nous demandons qui nous sommes, pourquoi nous existons, quel sens donner à ce que nous vivons, comment nous nous inscrivons dans quelque chose de plus vaste. Ces questions ne surgissent généralement pas durant le jour, non par manque de temps, mais parce que le mode mental diurne n'est pas configuré pour les accueillir. La philosophe Hannah Arendt distinguait deux formes de pensée, la pensée calculante et la pensée méditative. La pensée calculante est orientée vers l'action. Elle résout des problèmes, elle planifie, elle organise, elle optimise, c'est la pensée de la vie pratique. La pensée méditative n'a pas de but précis, elle contemple, elle questionne, elle cherche le sens plutôt que l'efficacité, elle s'attarde sur ce qui ne peut être résolu rapidement. Arendt craignait que dans le monde moderne, avec son accélération constante, sa valorisation de la productivité, son flux incessant de stimulation, la pensée méditative ne trouve plus d'espace. Mais peut-être que la nuit préserve cet espace, peut-être que quand tout ralentit, quand le silence s'installe, la pensée méditative peut encore émerger. Il y a une forme de courage dans cette pensée nocturne, car ces questions profondes, ces réflexions existentielles ne sont pas toujours confortables. Elles nous confrontent à notre finitude, à notre incertitude, à la fragilité de nos certitudes, à la complexité de ce que nous ne comprenons pas. Durant le jour, nous pouvons nous distraire de ces inquiétudes, nous immerger dans l'action, remplir chaque moment, éviter le face-à-face avec ces questions sans réponse définitive. Mais la nuit, dans le silence, elles reviennent. Et peut-être est-ce nécessaire, peut-être avons-nous besoin de ces moments où nous nous posons face à nous-mêmes, où nous acceptons de ne pas savoir, où nous contemplons simplement le mystère d'exister. Certaines traditions philosophiques et spirituelles valorisent précisément cette forme de pensée. Dans le bouddhisme zen, la méditation ne vise pas à atteindre un état de vide mental absolu, mais plutôt à observer le flux des pensées sans s'y attacher, sans les juger, sans les forcer. Les pensées viennent et partent, comme des nuages traversant le ciel. La conscience demeure simplement présente, témoin silencieux de ce mouvement intérieur. Cette pratique ressemble étrangement à ce qui se produit naturellement durant la transition vers le sommeil. Nous observons nos pensées sans pouvoir complètement les contrôler. Elles apparaissent, se transforment, s'estompent. Nous glissons entre conscience et inconscience, entre présence et absence. Le philosophe Maurice Blanchot écrivait sur l'espace littéraire, cet état particulier où l'écrivain se trouve quand il écrit, un état qui n'est ni tout à fait veille, ni tout à fait sommeil.
un état de vigilance relâché où la pensée consciente et les processus inconscients se mêlent, où l'intention et le hasard collaborent. Beaucoup d'écrivains témoignent de cette expérience. Ils écrivent tard dans la nuit, quand le monde dort, quand le silence est total, quand ils peuvent se glisser dans cet entre-deux propice à l'écriture. Ils ne maîtrisent pas complètement ce qu'ils écrivent. Les mots viennent d'un lieu plus profond que la volonté consciente, d'un lieu où la langue se déploie selon sa propre logique. Cette dissolution partielle du contrôle conscient, cette ouverture vers des processus mentaux plus profonds, est peut-être ce qui permet aux idées véritablement nouvelles d'émerger. Car une idée vraiment nouvelle ne peut pas être produite par simple déduction logique à partir de ce que nous savons déjà. Elle nécessite un saut, une connexion inattendue, une recombinaison originale, quelque chose qui échappe aux voies habituelles de la pensée. Et c'est précisément quand la pensée devient plus fluide, plus associative, moins contrainte par les règles de la logique formelle, que ces sauts deviennent possibles. La géographie des rêves éveillés. Entre la veille claire et le sommeil profond existe un territoire intermédiaire, une zone transitionnelle où la conscience change de nature sans disparaître complètement. Les chercheurs du sommeil appellent cet état la phase d'endormissement, ou plus techniquement, le stade N1 du sommeil. C'est une phase brève, généralement quelques minutes seulement, mais durant ces minutes, quelque chose de fascinant se produit dans l'expérience subjective. Les pensées commencent à se transformer. Elles deviennent plus imagées, plus visuelles, plus étranges. La logique habituelle se relâche progressivement. Les associations deviennent plus libres, parfois bizarres. Des éléments incongrus se mélangent sans que cela semble problématique. Nous sommes encore conscients, nous pouvons encore nous ressaisir si nécessaire, mais cette conscience n'est plus tout à fait la même. Elle devient spectatrice, elle observe sans complètement diriger. Cette phase s'accompagne de phénomènes perceptifs caractéristiques. Les hallucinations hypnagogiques, des images qui apparaissent spontanément, des formes géométriques, des visages, des paysages, des scènes brèves, des flashs lumineux. Ces images ne sont pas des rêves au sens habituel, elles sont plus fragmentaires, plus éphémères, elles surgissent et disparaissent rapidement, sans narrativité claire. Parfois aussi, des sons, des voix, des musiques, des bruits qui n'existent que dans l'espace mental. Et parfois, des sensations corporelles étranges, la sensation de tomber, de flotter, de basculer, qui provoquent souvent un sursaut et ramènent brièvement à la veille complète. Ces phénomènes hypnagogiques ont fasciné les artistes et les penseurs à travers l'histoire. Le surréaliste Salvador Dali utilisait délibérément cet état pour nourrir sa créativité. Il s'installait dans un fauteuil, tenant une cuillère au-dessus d'une assiette posée au sol, et se laissait glisser vers le sommeil. Au moment où il s'endormait vraiment, sa main se relâchait, la cuillère tombait sur l'assiette avec un bruit métallique, le réveillant immédiatement. Durant ces quelques secondes ou minutes avant le réveil, il avait entrevu des images hypnagogiques, des formes bizarres, des associations inattendues, qu'il s'empressait ensuite de noter ou de peindre. Il appelait cette technique la pêche aux images, capturer ces créatures étranges qui nagent dans les eaux de l'endormissement avant qu'elles ne plongent dans les profondeurs inaccessibles du sommeil profond. Thomas Edison aurait utilisé une méthode similaire. Il tenait des billes d'acier dans ses mains en s'assoupissant dans son fauteuil. Quand il s'endormait, les billes tombaient, le réveillant. Il prétendait que certaines de ses meilleures idées lui venaient dans ces moments de demi-sommeil, quand l'esprit rationnel se relâchait sans disparaître complètement. Ces anecdotes soulignent quelque chose d'important. L'état hypnagogique n'est pas simplement un passage obligé vers le sommeil, c'est un état mental distinct, avec ses propres caractéristiques, ses propres potentialités. Les neuroscientifiques qui étudient cette phase observent des patterns d'activité cérébrale spécifiques. L'activité des ondes alpha, caractéristique de la relaxation éveillée,
diminue progressivement. Les ondes θ, plus lentes, commencent à apparaître, d'abord par bouffées brèves, puis de manière plus soutenue. Le thalamus, cette structure profonde qui agit comme relais sensoriel, commence à filtrer différemment les informations externes, réduisant leur transmission vers le cortex. En même temps, certaines régions du cortex préfrontal, impliquées dans le contrôle exécutif et le jugement critique, réduisent leur activité. Cette combinaison, réduction du contrôle rationnel, diminution des entrées sensorielles externes, apparition de patterns ondulatoires plus lents, crée les conditions pour que l'imagerie mentale interne devienne plus vivace, plus autonome. Certains chercheurs suggèrent que cet état pourrait jouer un rôle dans la consolidation créative de la mémoire. Durant le sommeil profond, le cerveau réactive et consolide les souvenirs de la journée, les intégrant au réseau mnésique existant. Mais durant la phase hypnagogique, quelque chose de différent pourrait se produire. Les souvenirs ne seraient-ils pas simplement consolidés, ils seraient réorganisés de manière plus flexible, combinés de façon nouvelle, mis en relation selon des patterns inattendus. C'est comme si le cerveau, libéré des contraintes de la logique éveillée, mais pas encore plongé dans le sommeil profond, pouvait expérimenter, jouer, tester des associations inhabituelles. Et parfois, de ces expérimentations nocturnes émerge quelque chose d'utile, une intuition, une connexion, une solution. Mais au-delà de ces aspects fonctionnels, l'état hypnagogique possède une qualité expérientielle particulière. C'est un moment de dissolution douce des frontières. La frontière entre intérieur et extérieur devient floue. Les pensées ressemblent à des perceptions. Les perceptions se mêlent aux pensées. La frontière entre réel et imaginaire s'estompe. Ce qui est pensé semble aussi présent que ce qui est perçu, peut-être plus encore. La frontière entre soi et le monde se fait plus poreuse. Le sentiment d'identité personnelle, habituellement si solide, commence à se diffuser légèrement. Cette expérience peut être déstabilisante, surtout si on y résiste. Beaucoup de personnes souffrant d'insomnie rapportent une anxiété liée précisément à cette phase, cette perte de contrôle, cette dissolution de la vigilance habituelle. Elles essayent de maintenir la conscience claire, de ne pas lâcher prise, et ce faisant, elles empêchent le processus naturel de l'endormissement. Car s'endormir nécessite une forme d'abandon, un consentement à la perte de contrôle, une acceptation de glisser vers un état où la volonté consciente n'est plus maîtresse. Mais si on accepte cette transition, si on la vit sans résistance, elle peut devenir une expérience presque méditative. Observer les images qui apparaissent sans chercher à les retenir, laisser les pensées se transformer sans s'y accrocher, sentir la conscience changer de texture sans essayer de la figer. C'est une forme de présence particulière, une présence qui accepte sa propre dissolution progressive, qui accompagne le mouvement plutôt que de le combattre. Et dans cette acceptation, parfois, surgissent ces idées nocturnes, ces pensées qui n'appartiennent ni tout à fait à la veille, ni tout à fait au rêve. Elles viennent de ce lieu intermédiaire, de cette zone où les règles habituelles de la pensée se sont relâchées, mais où la conscience persiste encore. Peut-être est-ce pour cela qu'elle semble souvent si significative, si chargée de sens, même quand nous ne pouvons pas exactement dire ce qu'elle signifie. Elle porte la marque de cet entre-deux, elle résonne d'une profondeur qui échappe à l'analyse rationnelle. Et au matin, quand nous essayons de les retrouver, elles ont souvent disparu, ou du moins, elles ont perdu cette qualité particulière, cette luminosité nocturne, car elles appartiennent à la nuit, à ce moment de bascule, et elles ne peuvent pas être complètement ramenées dans la clarté diurne. Les échos de la mémoire, nocturne. La mémoire n'est pas un simple enregistrement passif du passé, c'est un processus actif, créatif, qui se transforme constamment. Et la nuit joue un rôle crucial dans cette transformation. Durant le sommeil, le cerveau réactive les traces mnésiques
formés durant la veille, il les rejoue, les consolide, les intègre. Mais cette réactivation n'est pas une simple copie, c'est une réorganisation, une reconstruction. Les souvenirs sont extraits de leur contexte immédiat, décomposés en éléments, recombinés, connectés à d'autres souvenirs, intégrés dans des réseaux plus vastes. Ce processus ne se contente pas de préserver ce qui a été vécu, il le transforme, l'enrichit, parfois le déforme. Les recherches sur la consolidation mnésique montrent que le sommeil améliore significativement la rétention à long terme. Des informations apprises juste avant de dormir sont mieux retenues que des informations apprises à d'autres moments de la journée. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les souvenirs déclaratifs, les faits, les événements, les connaissances explicites. Mais il s'observe aussi pour les souvenirs procéduraux, les habiletés motrices, les compétences, les automatismes. Apprendre une séquence de mouvements, puis dormir, améliore la performance le lendemain, parfois de manière spectaculaire, sans pratique supplémentaire. Ce qui est fascinant, c'est que le cerveau ne se contente pas de renforcer les traces existantes, il les réorganise de manière à en extraire la structure profonde. Imaginons qu'on apprenne une série de paires de mots A est associé à B, B est associé à C. Si on teste immédiatement après l'apprentissage, les gens se souviennent des paires directement apprises, AB et BC. Mais ils ne font pas spontanément le lien indirect. Ils ne déduisent pas que A est lié à C. Par contre, après une nuit de sommeil, cette inférence devient possible. Les gens reconnaissent que A est lié à C, même si cette association n'a jamais été explicitement présentée. Le sommeil a permis au cerveau de réorganiser les informations, de découvrir la structure cachée, de créer des connexions nouvelles. Ce processus d'abstraction et de généralisation est au cœur de la compréhension. Apprendre des faits isolés est une chose, mais comprendre les patterns, les règles sous-jacentes, les principes généraux, en sans qu'un, est une autre. Et il semble que le sommeil, particulièrement le sommeil à ondes lentes du début de nuit, soit crucial pour cette forme d'apprentissage profond. Mais la réorganisation mnésique nocturne ne concerne pas que les connaissances factuelles. Elle touche aussi les souvenirs émotionnels, les expériences vécues, les événements personnels. Et ici, le processus devient encore plus complexe, plus mystérieux. Durant le sommeil paradoxal, cette phase où nous rêvons intensément, le cerveau réactive des souvenirs émotionnels tout en réduisant l'activité de l'amygdale, la structure impliquée dans la réponse émotionnelle intense. C'est comme si le cerveau rejouait les expériences chargées émotionnellement, mais dans un contexte neurochimique différent, moins réactif, plus détaché. Cette réactivation dissociée permettrait de préserver le contenu informatif du souvenir, ce qui s'est passé, tout en réduisant progressivement sa charge émotionnelle, l'intensité de la réaction qu'il provoque. C'est un processus d'apaisement, d'intégration, de digestion psychique. Les thérapies pour le trouble de stress post-traumatique utilisent d'ailleurs un principe similaire. La thérapie par exposition consiste à faire revivre mentalement l'événement traumatique dans un contexte sécurisant, réduisant progressivement la réponse de peur qui lui est associée. Le sommeil paradoxal pourrait accomplir naturellement un processus analogue, permettant de revisiter les expériences difficiles dans un état neurobiologique propice à leur réintégration sans réactivation traumatique complète. Mais cette réorganisation nocturne des souvenirs a aussi un aspect plus créatif. Durant le sommeil, les souvenirs ne sont pas simplement consolidés de manière isolée, ils sont mis en relation les uns avec les autres de façon inattendue. Des éléments provenant d'expériences différentes peuvent se combiner, formant des assemblages nouveaux, des scénarios imaginaires, des synthèses originales. C'est particulièrement évident dans les rêves, où des personnages de différentes périodes de notre vie se rencontrent dans des lieux impossibles, où des situations se mélangent selon une logique qui défie les lois du réel. Mais cette recombination créative ne se limite pas aux rêves. Même durant la phase d'endormissement, même dans les moments de somnolence légère, le cerveau continue de jouer avec les traces mnésiques.
Et c'est peut-être dans ces moments que certaines idées nocturnes émergent, non comme des souvenirs fidèles, mais comme des recombinaisons, des associations nouvelles entre éléments mnésiques qui n'avaient jamais été connectés auparavant. Une conversation entendue il y a des mois, un concept rencontré dans un livre, une image vue en passant, tous ces fragments dispersés dans les réseaux mnésiques peuvent soudain se lier, former une configuration nouvelle, suggérer une idée qui ne préexistait nulle part. Cette créativité mnésique nocturne n'est pas entièrement aléatoire. Le cerveau semble privilégier certains types de connexions, particulièrement celles qui ont une pertinence émotionnelle ou celles qui résonnent avec des préoccupations actuelles. Si nous sommes travaillés par une question, même inconsciemment, le travail nocturne de la mémoire peut orienter ces recombinaisons dans des directions qui touchent à cette question. Pas de manière délibérée, mais par une sorte de tropisme, un mouvement spontané vers ce qui a de l'importance pour nous. C'est peut-être pour cela que certaines idées nocturnes semblent répondre à des questions que nous ne nous étions pas explicitement posées. Elles émergent du travail souterrain de l'esprit, de ces processus qui continuent en arrière-plan, hors du champ de la conscience claire. Et quand les conditions sont propices, quand la conscience vigilante se relâche, quand le silence nocturne crée un espace, ces élaborations souterraines peuvent affleurer, devenir perceptibles, prendre la forme d'une pensée formulable. Mais elles restent fragiles. Comme les rêves, elles s'effacent facilement, au contact de la pensée rationnelle. Si nous essayons de les saisir trop directement, de les analyser immédiatement, elles se dissipent. Il faut une forme d'attention particulière, douce, oblique, qui permet de les accueillir sans les étouffer. Une attention qui ressemble plus à l'écoute qu'à la capture, plus à la contemplation qu'à l'examen. L'obscurité comme révélateur. L'obscurité n'est pas simplement l'absence de lumière, c'est une présence d'une autre qualité. Dans le noir, la perception change, les sens se réorganisent, l'expérience du monde et de soi se transforme. Durant le jour, la vision domine notre rapport au réel. Nous sommes des créatures essentiellement visuelles. Peut-être 70% des informations sensorielles que nous traitons sont d'origine visuelle. Cette dominance de la vision structure notre façon de penser, nos métaphores cognitives, notre langage même. Nous disons voir une idée, éclaircir une question, jeter de la lumière sur un problème, avoir une vision claire. La compréhension elle-même est imaginée comme une forme de clarté visuelle. Mais quand l'obscurité arrive, quand la vision se trouve limitée ou abolie, quelque chose change profondément. Les autres sens gagnent en importance, l'ouïe devient plus aigu, le toucher plus présent, la proprioception, ce sens interne de la position du corps, s'intensifie. Et avec cette réorganisation sensorielle, c'est toute l'économie de l'attention qui se modifie. Dans le noir, l'attention ne peut plus se disperser sur le champ visuel, elle se concentre, s'intériorise. Le monde extérieur recule, devient plus indistinct, plus mystérieux, et l'espace intérieur gagne en présence. Les pensées, les sensations corporelles, les émotions, tout ce qui durant le jour peut être relégué en arrière-plan par le flux constant des stimulations visuelles vient au premier plan. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions méditatives valorisent la pratique nocturne ou dans l'obscurité. Dans certains monastères zen, les moines pratiquent le zazen avant l'aube, dans l'obscurité profonde, assis immobiles face au mur. L'obscurité n'est pas là pour créer une ambiance, elle est fonctionnelle, elle réduit les distractions externes, elle facilite le retour vers l'intérieur. De même, dans certaines pratiques de méditation tibétaine, les pratiquants passent des jours ou des semaines dans l'obscurité totale d'une grotte ou d'une chambre scellée. Cette immersion dans le noir n'est pas une épreuve, c'est un dispositif, un moyen de transformer la relation à la conscience, de découvrir des dimensions de l'expérience qui restent cachées dans la lumière. Les personnes qui pratiquent des retraites dans l'obscurité rapportent des expériences remarquables.
Après quelques jours, la distinction entre yeux ouverts et yeux fermés s'estompe, il n'y a plus de différence visuelle et cette uniformité libère l'attention de sa tendance automatique à scanner l'environnement. Des phénomènes lumineux intérieurs commencent à apparaître, des formes, des couleurs, des lumières phosphéniques produites par le système visuel lui-même en l'absence de stimulation externe. Et progressivement, une forme de vision intérieure se développe, pas une vision de choses externes, mais une perception plus directe des processus mentaux, des états de conscience, des mouvements subtils de l'esprit. Mais il n'est pas nécessaire de pratiquer des retraites extrêmes pour expérimenter quelque chose de cette transformation. Chaque nuit, quand nous éteignons les lumières, quand nous fermons les yeux, nous entrons dans une forme douce d'obscurité. Et dans cette obscurité ordinaire, déjà, quelque chose se produit. Le flux de pensée change de texture, les images mentales deviennent plus vivaces, l'espace intérieur se dilate. Il y a aussi une dimension psychologique, symbolique, à l'obscurité. Dans de nombreuses cultures, la nuit est associée à l'inconscient, au mystère, à ce qui échappe au contrôle de la raison. Carl Jung parlait de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas, que nous rejetons dans l'obscurité psychique, mais qui continue d'exister, d'agir, d'influencer. Pour Jung, le travail psychologique nécessite de descendre dans cette obscurité, de rencontrer ce qui a été refoulé, de l'intégrer. Et la nuit, l'obscurité réelle, peut faciliter cette descente symbolique, créer un espace où ce qui est normalement caché peut se manifester. Les rêves eux-mêmes viennent de cette obscurité. Durant le jour, la conscience vigilante maintient un contrôle, elle filtre, elle organise, elle censure parfois. Mais quand ce contrôle se relâche, quand nous glissons dans le sommeil, d'autres contenus émergent. Des désirs, des peurs, des préoccupations, des fragments de mémoire, tout cela se mélange, se recombine, forme les scénarios oniriques. Ces contenus n'ont pas été créés par le sommeil, ils étaient déjà là, mais l'obscurité et le relâchement de la veille leur permet de devenir visibles. De même, ces idées qui s'allument la nuit, ces pensées nocturnes qui semblent venir de nulle part, viennent peut-être simplement d'un lieu psychique qui reste dans l'ombre durant le jour, un lieu où se tisse constamment un travail mental souterrain, où des connexions se forment, où des intuitions se préparent. Et quand l'obscurité arrive, quand le contrôle diurne se relâche, ce travail souterrain peut affleurer, devenir conscient, prendre la forme d'une pensée formulée. Il existe une autre dimension de Shindu, l'obscurité, plus existentielle. Dans le noir, nous sommes plus vulnérables, moins sûrs de notre environnement, moins en contrôle. Cette vulnérabilité peut être anxiogène, c'est pourquoi beaucoup d'enfants, et certains adultes, ont peur du noir. Mais cette même vulnérabilité peut aussi ouvrir vers une forme de lâcher-prise. Accepter l'obscurité, c'est accepter de ne pas tout voir, de ne pas tout maîtriser, de faire confiance malgré l'incertitude. Et dans cette acceptation, dans ce consentement à l'inconnu, peut se développer une forme de paix, une forme de présence qui n'a pas besoin de contrôler pour exister. Les mystiques de différentes traditions parlent de la nuit obscure, cette phase du cheminement spirituel où toutes les certitudes se dissolvent, où Dieu lui-même semble absent, où il ne reste plus rien à quoi se raccrocher. Cette nuit obscure est éprouvante, mais ceux qui la traversent en ressortent transformés, ayant découvert une foi qui ne dépend plus de la consolation, une présence à soi qui ne nécessite plus de supports externes. L'obscurité littérale de la nuit peut résonner avec cette obscurité symbolique. Elle peut devenir un espace où nous rencontrons nos limites, où nous acceptons de ne pas savoir, où nous consentons au mystère. Et peut-être est-ce dans cet espace d'acceptation que certaines idées peuvent émerger, non comme des réponses définitives, mais comme des lueurs dans l'obscurité, des directions possibles, des invitations à explorer plutôt que des solutions toutes faites. Ces idées nocturnes ne dissipent pas le mystère,
elles l'approfondissent peut-être, elles ouvrent vers plus de questions, vers des profondeurs insoupçonnées. Mais elles le font avec douceur, sans violence, elles accompagnent plutôt qu'elles ne forcent. L'obscurité révèle, mais ce qu'elle révèle n'est pas toujours clarté. Parfois, ce qu'elle révèle, c'est précisément la part d'ombre, la part d'inconnu, la part qui résiste à la lumière de la raison. Et peut-être avons-nous besoin de cette révélation autant que nous avons besoin de clarté. Peut-être avons-nous besoin de ces moments où nous acceptons de ne pas comprendre, de ne pas résoudre, de simplement être présent à ce qui est, dans toute sa complexité, dans toute son obscurité. La respiration de la pensée. Penser n'est pas un processus continu, c'est un rythme, une alternance, une respiration. Il y a des moments de concentration intense, où l'attention se focalise, où les concepts se précisent, où la pensée avance de manière dirigée. Et puis il y a des moments de relâchement, où l'attention se défocalise, où les frontières conceptuelles se dissolvent, où la pensée dérive. Ces deux phases sont nécessaires, elles se complètent, elles se nourrissent mutuellement. La psychologie cognitive distingue deux modes attentionnels principaux. L'attention focalisée, qui permet de se concentrer sur un objet précis, d'analyser, de résoudre des problèmes spécifiques, d'exécuter des tâches complexes, et l'attention diffuse, qui permet de percevoir le contexte global, de faire des associations larges, de rester réceptif, l'inattendu, de naviguer dans l'incertitude. Ces deux modes ne peuvent pas opérer simultanément avec la même intensité. Quand l'un domine, l'autre recule. C'est pourquoi, quand nous sommes profondément concentrés sur une tâche, nous devenons aveugles au reste, nous ne percevons plus notre environnement, nous sommes absorbés. Et inversement, quand nous sommes en mode diffus, nous ne pouvons pas maintenir une concentration soutenue sur un point précis. Mais ces deux modes sont complémentaires dans le temps. Beaucoup de processus créatifs et de résolution de problèmes nécessitent une alternance entre les deux. Nous travaillons intensément sur une question, nous analysons, nous cherchons, nous testons des solutions, puis nous atteignons une impasse, nous tournons en rond, la solution nous échappe. À ce moment, continuer à forcer dans le même mode ne sert plus. Il faut changer de mode, passer en mode diffus. C'est souvent quand nous arrêtons de chercher consciemment, quand nous passons à autre chose, quand nous prenons une pause, que la solution apparaît. Nous marchons, nous prenons une douche, nous regardons par la fenêtre, nous laissons notre esprit vagabonder. Et soudain, comme par magie, la réponse est là. Ce n'est pas vraiment de la magie, c'est le résultat du travail en mode diffus. Durant cette phase, le cerveau continue de traiter le problème, mais différemment, de manière moins contrainte, explorant des voies que le mode focalisé n'aurait pas envisagées. Le mathématicien Henri Poincaré décrivait précisément ce processus. Il racontait comment, après avoir travaillé intensément sur un problème mathématique difficile sans succès, il avait décidé de partir en voyage. Durant le voyage, il ne pensait plus du tout au problème. Il conversait avec des compagnons, admirait les paysages. Puis, au moment de monter dans un omnibus, au moment précis où son pied touchait le marchepied, la solution lui apparut, complète, évidente, sans qu'il l'ait cherchée. Poincaré en concluait que le travail inconscient est non seulement possible, mais souvent plus créatif que le travail conscient. La phase de travail conscient, intense, est nécessaire. Elle pose le problème. Elle accumule les éléments. Elle prépare le terrain. Mais c'est durant la phase de relâchement, quand la conscience lâche prise, que l'inconscient peut réorganiser ses éléments de manière originale. La nuit représente la phase de relâchement par excellence. C'est le moment où le mode focalisé cède naturellement la place au mode diffus, où la pensée dirigée laisse place à la pensée vagabonde. Et c'est peut-être pour cela que certaines idées s'allument précisément la nuit. Elles sont le fruit de ce travail diffus, de cette réorganisation inconsciente qui nécessite que le contrôle conscient
se soit relâché. Mais il y a plus que cette alternance entre mode attentionnel. Il y a aussi une respiration dans le rapport entre pensée et silence. Pensée requiert du silence, non pas simplement l'absence de bruit externe, mais un silence intérieur, un espace où la pensée peut se déployer durant le jour avec son flux constant de sollicitations. Ce silence est rare. Nous passons d'une activité à l'autre, d'une conversation à un email, d'une notification à une tâche, sans temps mort, sans pause véritable. Et dans ce remplissage constant, la pensée profonde n'a pas l'espace nécessaire pour se former. Le philosophe Blaise Pascal écrivait que tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Il observait que nous fuyons constamment le face-à-face avec nous-mêmes, que nous nous divertissons, nous nous occupons pour ne pas avoir à affronter le silence, l'ennui, les questions profondes qui émergent dans l'inactivité. Cette observation reste étonnamment pertinente aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Nos téléphones, nos écrans, nos flux constants d'informations et de divertissement nous offrent des moyens sans précédent de ne jamais nous arrêter, de ne jamais faire silence. Et peut-être perdons-nous quelque chose dans cette fuite permanente. La nuit, traditionnellement, était ce moment de silence imposé. Sans lumière artificielle, sans activité possible, il ne restait que le sommeil, le repos, l'immobilité. Ce silence nocturne créait naturellement l'espace pour une forme de pensée différente, plus lente, plus profonde, moins distraite. Aujourd'hui, nous pouvons prolonger le jour artificiellement, nous pouvons remplir la nuit de stimulation, nous pouvons éviter le silence, même durant les heures traditionnellement dédiées au repos. Mais peut-être qu'en faisant cela, nous nous privons de quelque chose d'essentiel, car c'est dans le silence que la pensée peut respirer, inspirer, accumuler des éléments, des impressions, des informations, expirer, lâcher prise, laisser décanter, laisser les associations se former spontanément. Cette respiration de la pensée ne peut se faire dans la précipitation. Elle nécessite du temps, de l'espace, du silence. Et la nuit, quand nous consentons à la laisser être vraiment nuit, offre naturellement ces conditions. Peut-être que les idées qui s'allument la nuit sont simplement celles qui ont besoin de cette respiration pour se former. Elles ne peuvent pas émerger dans le tumulte diurne. Elles nécessitent que tout se calme, que le silence s'installe, que la pensée puisse enfin expirer. Et quand enfin ces conditions sont réunies, quand la respiration peut se faire, alors quelque chose qui était en gestation peut enfin naître, prendre forme, devenir conscient. Laissez maintenant votre propre respiration ralentir. Sentez le rythme naturel qui s'installe quand vous cessez de diriger, quand vous laissez simplement le corps respirer de lui-même. Inspiration, expiration, sans effort, sans volonté. De la même façon, votre pensée peut trouver son propre rythme, son propre souffle, quand vous cessez de la forcer. Des idées viennent, des idées partent, comme des vagues douces, sans que vous ayez à les retenir, sans que vous ayez à les chasser. Simplement observez ce mouvement, cette respiration de la conscience, et peut-être, dans cet espace de non-effort, quelque chose d'inattendu peut apparaître, ou peut-être rien, et c'est bien ainsi. Les lueurs sans réponse. Toutes les idées qui viennent la nuit ne sont pas des solutions. Certaines sont simplement des questions. Ou plutôt, elles ne sont ni questions ni réponses. Elles sont simplement là, comme des présences, des lueurs, des directions possibles. Il y a dans la pensée nocturne quelque chose qui résiste à la closure, à la résolution, à la réponse définitive. Ces idées ne cherchent pas à conclure, elles cherchent à ouvrir, à suggérer, à maintenir l'espace du possible. C'est peut-être pour cela qu'elles disparaissent si facilement au matin, car le jour exige des réponses, des décisions,
des certitudes, et ces idées nocturnes ne peuvent pas survivre dans ce contexte. Il existe une forme de sagesse dans cette acceptation de l'incertitude. La philosophie occidentale moderne a longtemps valorisé la clarté, la distinction, la définition précise, la réponse univoque. Descartes cherchait des idées claires et distinctes, des vérités indémontrables, des fondations absolues pour la connaissance. Et cette quête de certitude a produit des fruits extraordinaires, la science moderne, la logique formelle, la technologie. Mais elle a aussi un coût. Ce qui ne peut pas être rendu clair et distinct tend à être rejeté comme obscur, confus, sans valeur. L'intuition, l'ambiguïté, le mystère, tout ce qui résiste à la définition précise est considéré avec suspicion. Pourtant, beaucoup de dimensions de l'expérience humaine résident précisément dans ces zones d'ombre. L'amour, la beauté, le sens de la vie, la conscience elle-même, toutes ces réalités centrales de notre existence résistent à la réduction analytique complète. Nous pouvons les étudier, les décrire partiellement, les approcher sous différents angles, mais quelque chose d'essentiel échappe toujours. D'autres traditions philosophiques ont cultivé une attitude différente face à l'incertitude. Dans le bouddhisme, l'attachement aux vues fixes, aux opinions arrêtées, est considéré comme une source de souffrance. La sagesse ne consiste pas à acquérir des réponses définitives, mais à développer une forme de souplesse mentale, une capacité à tenir les contradictions, à accepter l'impermanence de toute formulation. Le zen cultive particulièrement cette dimension. Les koans, ces énigmes paradoxales que les maîtres donnent aux étudiants, ne sont pas des problèmes à résoudre logiquement. Quel est le son d'une seule main qui applaudit ? Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ? Ces questions défient la logique ordinaire. Elles ne peuvent pas être résolues par le raisonnement discursif. Leur fonction est précisément de conduire l'esprit au-delà de la pensée conceptuelle, vers une forme de compréhension directe, non duelle, qui ne passe pas par les mots. Dans la tradition taoïste également, le mystère est valorisé. Le Tao Te Ching commence par ces mots. Le Tao qui peut être dit n'est pas le Tao éternel. Ce qui peut être nommé, défini, conceptualisé n'est déjà plus la réalité ultime, c'est une réduction, une simplification. La sagesse taoïste consiste à cultiver une forme de non-savoir, une disponibilité à l'inconnu, un consentement au mystère, non par rejet de la connaissance, mais par reconnaissance de ses limites. Les poètes aussi ont toujours su cela. La poésie n'explique pas, elle suggère, elle évoque, elle ouvre des espaces de résonance. Un bon poème ne peut pas être paraphrasé, il ne peut pas être traduit en prose sans perdre son essence, car ce qu'il communique ne réside pas seulement dans le sens littéral des mots, mais dans leur musicalité, leurs associations, leur silence, leur capacité à éveiller quelque chose qui ne peut pas être dit directement. Rainer Maria Rilke écrivait à un jeune poète « Vivez les questions maintenant. Peut-être vivrez-vous graduellement, sans le remarquer, jusqu'au jour lointain où vous vivrez les réponses. Vivre les questions, non comme des problèmes à résoudre rapidement, mais comme des compagnons de route, des ouvertures vers la profondeur. Peut-être que les idées nocturnes appartiennent à cette catégorie. Elles ne sont pas des réponses toutes faites, elles sont des invitations à vivre dans la question, à habiter l'incertitude avec moins de résistance. Elles viennent comme des murmures, des suggestions, des directions possibles, mais elles ne forcent rien, elles ne concluent rien. Et peut-être est-ce précisément leur valeur. Dans un monde qui nous pousse constamment vers la rapidité, l'efficacité, la résolution immédiate, ces pensées nocturnes nous rappellent qu'il existe un autre tempo, un tempo où les choses peuvent mûrir lentement, où les questions peuvent rester ouvertes, où l'incertitude n'est pas un problème à éliminer mais un espace à habiter. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout résoudre, qu'il y a une sagesse dans l'acceptation de ce qui reste mystérieux, dans la reconnaissance de nos limites, dans le consentement au non-savoir.
Et maintenant, alors que vous glissez vers le sommeil, peut-être pouvez-vous accueillir ces pensées qui viennent sans chercher à les saisir, sans chercher à les résoudre, simplement les laisser être comme des étoiles lointaines dont la lumière nous parvient sans que nous ayons besoin de les atteindre. Elles sont là, elles brillent doucement dans l'obscurité, et c'est suffisant. Vous n'avez rien à faire avec elles, rien à comprendre, rien à retenir. Laissez-les simplement accompagner votre descente vers le repos, comme des lueurs bienveillantes qui ne demandent rien, qui n'exigent rien, qui sont simplement présentes. Et dans cette présence sans demande, peut-être trouverez-vous une forme de paix, une forme de lâcher-prise, un consentement silencieux au mystère de ce qui est. Si ce voyage à travers les idées nocturnes vous a accompagné doucement, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Dormez paisiblement, entouré par ces pensées qui s'allument et s'éteignent comme des lucioles dans la nuit de l'esprit. Bonne nuit.